Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de packs pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, le pack Thor. Alors, je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo dans l'ordre d'enregistrement, qui n'est pas forcément l'ordre de diffusion, je voulais faire quelques tests sur Thor en solo, vu que je ne joue quasi qu'en solo, avant de faire cette vidéo. Alors finalement, j'ai testé en agressivité, en justice, en commandement et de mémoire. Justice et agressivité c'est sûr, commandement j'ai les 12, et j'ai fait l'impasse sur protection parce que je vais le dire directement, je n'aime pas Thor en solo, et donc globalement je n'aime pas Thor, voilà, comme ça c'est dit. Allez, on commence. Thor, il a 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, les traits Asgard et Avenger, une taille de main de 4, 14 points de vie. En garde, réponse, après que vous avez engagé un sbire, piochez 2 cartes, limite d'une fois par phase. Et en alter ego, Odinson, une récupération de 4, une taille de main de 5, 14 points de vie, trait Asgard, digne, action, cherchez l'amélioration Mjolnir dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck, limite d'une fois par round. Allez, tant qu'à faire, on va tout de suite parler de Mjolnir. Donc une amélioration qui coûte 1, qui a les traits Asgard et armes. Restreinte. Alors je crois que c'est le premier pack dans lequel il y a une carte restreinte, donc ça veut dire qu'on a le droit à 2 cartes restreintes maximum par joueur. Et ça donne à Thor plus en attaque et le trait aérien. Voilà. Alors Thor, il a un total de 5 en compétences, ok, c'est assez fréquent il me semble. Une taille de main de 4, c'est faible. 14 points de vie, c'est beaucoup. En alter ego, une récupération de 4, c'est bien. Alors sa capacité... allez, on va commencer par le côté héros. Dès que vous engagez un sbire, vous piochez 2 cartes. Alors, et limite une fois par phase, donc maximum une fois quand on est dans la phase des héros, une fois quand on est dans la phase des méchants. Autrement dit, sur un round, un maximum de 4 cartes piochées si on arrive à avoir un sbire dans chaque phase. Et le truc, c'est que plus il y a de joueurs autour de la table, plus il y a de sbires, même si... statistiquement, il n'y a pas plus de sbires pour Thor. Si vous êtes 4 joueurs, il y a 4 fois plus de sbires, mais seulement un quart de ces sbires qui seront mis en jeu engagent avec Thor, donc il faudra aller les chercher pour piocher des cartes. Heureusement dans le pack on a de quoi aller en chercher, des sbires. Donc voilà, on a une faible taille de main, mais de la pioche de cartes conditionnelle pour compenser. Pour moi, c'est quand même clairement un problème. Une taille de main de 5 en héros et 6 en alter ego, de mémoire, c'est le cas pour tous, sauf Miss Hulk qui n'a que 4 en héros, mais quand même 6 en alter ego, de mémoire. En tout cas, 4 en héros, j'en suis sûr, et on a un même problème de taille de main faible avec Hulk. Alors Hulk, je pense que la vidéo qui lui sera consacrée, elle sortira pas avant quelques mois. Je vais pas cacher que Hulk non plus, je ne l'aime pas. Si tout se passe bien, vous avez beaucoup de cartes. Si tout se passe bien, vous commencez votre phase de héros sur votre côté héros. Vous aviez... Allez, mettons que vous commencez en alter ego. Vous aviez donc pioché 5 cartes. Vous avez 5 cartes. Vous passez en héros. Vous vous débrouillez, on en parlera plus tard, pour générer un sbire engagé avec vous. Vous piochez 2 cartes, vous avez 7 cartes. Fin de votre tour, vous défaussez les cartes si vous voulez, puis vous complétez votre main à 4. Phase de méchant, vous piochez un sbire, il est généré engagé avec vous. Vous piochez 2 cartes. Round suivant, vous commencez votre tour, vous avez 6 cartes en main. Donc là c'est bien, mais il faut y arriver. Et pour ça il faut des cartes, et pour avoir les cartes il faut les piocher, or vous piochez peu, donc les débuts de partie sont poussifs.
et c'est pour ça que je ne l'aime pas trop. Enfin, même pas du tout en solo. Éventuellement, si je jouais en solo, je pense que je pourrais l'apprécier, mais c'est une configuration trop rare pour que je détaille. Alors Odinson, 4 de récupération, c'est bien. Ah oui, peut-être quand même les compétences, 1 de contre, c'est-à-dire qu'il faudra compter sur autre chose pour contrer. 2 d'attaque et 2 de défense, c'est standard. Évidemment, ces 3 compétences peuvent se booster avec des améliorations qui restent en jeu. Sauf que moi, en général, une valeur de 1, je ne la booste pas. Je pars sur autre chose. Donc voilà, Thor, il a 1, 2, 2, et selon l'orientation qu'on donne au deck, et bien évidemment l'aspect qu'on joue, on va essayer de le faire passer à 1, 3, 2 ou 1, 2, 3. Odinson, il récupère bien, et sa capacité d'aller chercher Mjolnir dans le deck ou dans la pile de défausse, c'est toujours intéressant. On a le droit de le faire une fois par round, alors c'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour avoir une carte en main en plus. Donc potentiellement une ressource. Et en plus de ça, c'est pas n'importe quelle carte, c'est Mjolnir, et on le verra après, c'est ça fait des combos, enfin des interactions plutôt avec d'autres cartes. Donc Odinson, taille de main de 5, vous commencez la partie, vous avez 5 cartes en main, vous êtes sur votre face alter ego, première chose que vous faites, vous allez chercher Mjolnir, et maintenant vous avez 6 cartes en main. Donc le premier round, vous avez un nombre de cartes en main assez standard. Autre avantage avec cette action, j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, autre avantage de cette action, voilà, c'est gratuit, vous pouvez aller le chercher dans le deck ou dans la pile de défausse. Du coup, si quand vous piochez votre main de départ, vous avez Mjolnir, vous ne réfléchissez pas, vous le défaussez. Lors du mulligan. Donc imaginons, vous avez Mjolnir, vous dites c'est une bonne carte, et à côté vous avez 4 cartes pas intéressantes, vous défaussez toute votre main, vous piochez 5 autres cartes, voilà, c'est votre main. Première action, vous piochez Mjolnir. Il n'y a pas à se dire, je peux aller le chercher que dans mon deck, donc je dois le garder en main et ne pas le défausser. Voilà, il n'y a pas à se dire, ça coûte une ressource, comme c'est le cas pour Hawkeye, donc si je peux éviter, j'évite. Non, il y a vraiment aucune raison de ne pas défausser Mjolnir si vous l'avez en main de départ. Comme ça vous donne plus de chances d'avoir à la place une ressource double ou Nick Fury, notamment. Autre remarque, vous avez le droit de le faire une fois par round. Moi dernièrement, je pense que je l'ai déjà dit, entre les remarques faites dans les vidéos d'Open the Box de la Marvel JCE TV, ou dans les vidéos de partie, les remarques faites par Steve Kimmel dans ses vidéos sur sa chaîne, c'est vrai que j'ai tendance, en tout cas quand je joue en justice, je change de forme à chaque round. Si je commence mon round en alter ego, à un moment donné dans mon tour, je passe en héros. Si je commence en héros, à un moment donné, je passe en alter ego. À condition bien sûr que je n'ai pas laissé trop de menaces sur la manigance. Ce qui fait que cette action d'alter ego, je vais, si tout se passe bien, l'utiliser à chaque round. Et donc, tant que je ne ressens pas le besoin de jouer Mjolnir, à chaque fois que j'ai Mjolnir en main, dès que j'ai Mjolnir en main, je le dépense comme ressource, dès que je repasse en alter ego, je le récupère. Et si je remélange ma défausse pour faire mon deck, c'est pas un problème vu que je peux aller le chercher également dans mon deck. Autre avantage, si un effet de jeu qui vous dit défausser je crois que c'est un soutien ? Non, c'est une amélioration. S'il y a un effet de jeu qui vous demande de défausser une amélioration, vous savez que Mjolnir, vous pourrez aller le récupérer dans votre défausse dès que vous repasserez en alter ego. Donc au final, je reviens sur Thor et Odinson, au final quand on combine En Garde et Digne, vous avez accès à beaucoup de cartes, mais c'est du conditionnel, c'est un certain tempo. Si par exemple vous ne pouvez pas repasser en alter ego et que Mjolnir est dans votre défausse, vous ne pouvez pas le récupérer. Vous devez attendre de le repiocher. Donc potentiellement, je suis d'accord, vous avez accès à beaucoup de cartes, mais c'est une fois que votre deck est lancé. Moi dans mes parties en solo, j'ai plus d'une fois eu l'impression que
je n'arrivais pas au moment où mon deck était lancé parce que j'avais perdu avant en raison de la lenteur du personnage. Voilà, alors toujours sur le héros, il a le trait Asgard. Les traits du héros, ça c'est important pour exercice de cohésion d'équipe. Un soutien qui coûte 2, action de héros, incliné, exercice de cohésion d'équipe. Jouez une carte depuis votre main qui partage un trait avec votre héros en réduisant son coût de ressources de 1. Donc concrètement, ah oui, en héros il est Asgard et Avenger. Donc voilà, les cartes qui ont les traits Asgard et Avenger, beaucoup en agressivité, 4 en justice, un certain nombre de basiques et plein en commandement, une seule en protection. Et il y a un certain nombre de cartes héros, et si on regarde, alors je vais peut-être retrier par pack, voilà, on va faire comme ça, retrier par pack, dans le pack Thor, ça mouline, voilà, donc ces cartes à lui, voilà, Dame Sif, Asgard, Dieu du tonnerre qui en 2 fois, Mjolnir, casque de Thor, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de son pack ont le trait Asgard. Et donc, oui, en l'occurrence, dans son pack à lui, c'est le trait Asgard. Et donc, pourront être joués avec que je revienne sur la carte, une réduction de 1. Parce que oui, ça c'est aussi un problème. Quand on a peu de cartes en main, on a peu de cartes à jouer, mais on a aussi peu de cartes pour payer. Donc ça sera un autre problème de ce héros. Hop, passons aux cartes de son pack. Première carte, Dame Sif, un allié qui coûte 4, 2 de contre, 2 d'attaque, chaque fois un dégât consécutif, 3 points de vie, trait Asgard. Réponse après que Dame Sif est entré en jeu, redresser Thor ou Odinson. 4, 2, 2, 3 sont des stats correctes et la réponse, une fois qu'elle entre en jeu, on redresse Thor ou Odinson, donc conclusion, on incline son identité pour un effet, on joue cet allié, on peut utiliser l'allié, on a redressé son identité, donc on peut la réincliner. Si on est côté Odinson, on peut soigner de 2 fois, donc pour un total de 8. Si on est côté Thor, on peut contre à 2 reprises, donc 2 puis 2. Ou on peut attaquer 2 fois, 2 puis 2. Bien évidemment, on peut avoir des boosts, donc je sais pas, si par exemple on joue en justice et qu'on... Non, c'est mauvais exemple. Si on joue en agressivité et qu'on a entraînement... Je crois que c'est au combat, en entraînement au combat, son attaque est passée, l'attaque de Thor est passée à 3, il attaque de 3, on joue les dissifs, il est redressé, il réattaque de 3, et les dissifs, elle peut attaquer de 2. Pas grand chose de plus à dire, c'est un allié efficace. Et on a un icône de ressources libres, ça peut toujours servir. Deuxième carte très importante, le défendeur des 9 royaumes, on en a 3 exemplaires. C'est un événement qui coûte 0, qui a le trait contre, action de héros contre, donc faudra pas être désorienté. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Mettez-le en jeu, engagé avec vous, pour retirer 3 menaces d'une manigance. C'est gratuit. C'est toujours ça de prix. Ça le trait contre, oui, c'est du contre. Alors, si on regarde le texte dans l'ordre, il faut défausser des cartes du dessus du deck rencontre. Meuler le deck de rencontre, ça veut dire qu'on fait avancer la partie plus vite. Ça veut dire que plus rapidement, on va voir un jeton accélération si on n'a pas gagné avant. Et comme je le disais, moi je trouve Thor lent, en tout cas en solo. Donc voilà, oui, ça meule. C'est... Selon votre style de jeu, selon que vous êtes du style à acheter des decks préconstruits puis les jouer comme ça, ou que vous êtes du style à penser très finement la construction du deck, le scénario spécifique, la construction du deck pour le scénario, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc cette carte-là peut être nulle contre certains scénarios. De mémoire,
dans une vidéo que je regardais récemment, il était dit que dans le set de rencontres propre à Rhino, il n'y a que 3 sbires. Il y a des sets modulaires qui ne contiennent qu'un sbire, par exemple le set Siège de l'Apocalypse. Et du coup, ça veut dire que Rhino plus Siège de l'Apocalypse, dans tout le deck de rencontre, vous n'avez que 4 sbires. Si vous n'avez pas de chance, vous pouvez meuler quasiment tout le deck. Et ensuite, donc voilà, vous meulez beaucoup le deck. Ensuite, il faut défausser un sbire. Si, encore une fois, selon comment vous jouez, regardez bien attentivement la défausse. Peut-être que vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus de sbire dans la pioche du deck de rencontre. Et dans ce cas-là, cette carte ne vous sert à rien. Parce que défausser les cartes du dessus du deck de rencontre, vous le faites tant qu'il y a un deck de rencontre. Si vous ne trouvez pas de sbire dans ce qui reste de la pioche du deck de rencontre, comme vous avez tout défaussé, vous refaites le deck de rencontre, vous mettez un pion accélération, mais vous ne défaussez pas plus, et vu l'écriture de la carte, mettez-le en jeu, engagez que vous, flèche, retirez 3 menaces, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour retirer. C'est comme dans Arkham, quand il y a ensuite virgule, pour que ce qu'il y a après le ensuite virgule s'applique, il faut que ce qu'il y a avant se soit appliqué. Si vous n'avez pas défaussé un sbire, enfin plutôt, si vous n'avez pas pu mettre en jeu de sbire engagé avec vous, vous ne retirez pas les 3 menaces. Donc c'est une carte qui quand même comporte un certain nombre de problèmes, mais si vous réunissez toutes les bonnes conditions, vous le mettez en jeu engagé avec vous, c'est une action de héros, vous êtes en face héros, vous avez l'effet de digne, vous piochez immédiatement 2 cartes, vous retirez 3 menaces d'une manigance, et maintenant vous avez un sbire engagé avec vous. Encore la même remarque, dans certains scénarios, je sais pas, par exemple si vous jouez contre Clos plus, je crois que c'est Alerte à la bombe, enfin un set de la boîte de base qui a aucun sbire, le sbire que vous allez mettre en jeu engagé avec vous, ça va être un trafiquant d'armes, qui n'a que 2 points de vie, ou un garde blindé, 3 points de vie, mais ténacité. Par contre, dans d'autres scénarios, vous allez mettre en jeu MODOK, vous allez mettre en jeu un des maîtres du mal, ou Madame Hydra, ou un sbire de crâne rouge, et là, ça sera beaucoup plus difficile. Il faut avoir derrière de quoi vous débarrasser du sbire. Mais c'est la carte de contre de Thor. Voilà, 3 exemplaires sur les 15 cartes du set. Or, Thor n'a que 1 de contre, donc c'est pour ça qu'en solo, Thor il pêche sur cet aspect du jeu. Ah oui, la comparaison avec une carte neutre, dans le pacul qu'on a à la rescousse, un événement qui coûte 2, action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Là, on a un événement qui coûte 0, qui permet de retirer 3 menaces, mais sous condition. Voilà. Et à côté de ça, j'avais pas révisé mes onglets avant, pour la justice en justice justement, ça coûte 2, et vous retirez 3 menaces, voire 4. Donc en fait, pour 0 ressources au lieu de 2, il faut meuler le deck de rencontre et mettre en jeu engagé avec soi un sbire, potentiellement très gênant. Je ne suis pas trop fan. Alors aussi, oui, en plus de la réduction, il y a l'effet que comme on met un sbire en jeu engagé avec soi, on pioche 2 cartes. Voilà. Allez, carte suivante. Pour Asgard, c'est un événement qui coûte 1. Action d'alter ego, cherchez une carte avec le trait Asgard dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Donc c'est un tuteur. Absolu. Vous cherchez sur l'ensemble de votre deck et l'ensemble de votre défausse, mais il faut que ça soit une carte Asgard. Alors, si vous êtes du style à calculer en les coûts équivalents en cartes, vous jouez une carte, ça vous coûte une ressource c'est généralement une autre carte, et donc vous avez une dépense totale de 2 cartes pour récupérer une carte dans votre main. Vous avez intérêt à choisir la bonne carte. Alors les bonnes cartes, qu'est-ce qu'on a ? Je disais tout à l'heure, dans le pack
de Thor, il y a un total de 6 cartes avec le Trasgard. On a quelques cartes en agressivité et une carte basique et une carte en commandement du dernier pack sorti. Et la cible principale pour Asgard, sans surprise, c'est Asgard. Je reviendrai plus tard sur cette carte, mais c'est une carte qui augmente votre taille de main. Voilà, je le disais, le gros point faible de Thor, c'est sa taille de main. Là, on a une carte qui augmente votre taille de main et qui vous fait passer à des stats, enfin des valeurs de taille de main normales, donc dès que vous en avez la possibilité, vous allez la chercher. Autre bonne cible, Angela, c'est dans le pack Gamora, alors on n'a pas l'image, c'est dommage. Donc le pack Gamora, aujourd'hui j'enregistre, on est le 22, dans ma boutique strasbourgeoise, la disponibilité est indiquée à mai-juin. J'espère que ça sera plutôt début juin que fin juin, mais on verra. Allez, ça charge. Voilà, Angela. Aldrif Odin's-Dottir. Bon, je suppose que c'est la fille d'Odin du coup. Bref, c'est un allié qui coûte 0, qui a un contre de 0, une attaque de 2, dans les deux cas avec un dégât consécutif, 3 points de vie, trait Asgard et Gardien, réponse forcée, après qu'Angela entre en jeu sous votre contrôle, cherchez parmi les 10 cartes du dessus du deck de rencontre un sbire et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck de rencontre, si aucun sbire n'a été mis en jeu de cette façon, défaussez Angela. Elle est 0, 0, 2, 3. Elle coûte 0. Vous allez pouvoir l'utiliser 3 fois, ou alors l'utiliser 2 fois puis défendre avec elle. Donc 2 dégâts puis 2 dégâts puis une défense, ou 2 dégâts puis 2 dégâts puis 2 dégâts. Et si tout se passe bien, encore une fois, quand vous jouez cette carte, vous regardez la défausse du deck de rencontre, pour, si vous connaissez le scénario, estimer le nombre de sbires qui restent dans la pioche. Vous jouez cette carte quand vous pensez que vous avez de bonnes chances de trouver un sbire, vous la mettez en jeu gratuitement, vous regardez les 10 cartes du dessus deck, encore une fois, si tout se passe bien, il y a un sbire, vous le mettez en jeu engagé avec vous, et grâce à l'effet de Thor, donc ça c'est l'effet en garde, vous piochez 2 cartes. Donc, dans n'importe quel deck, cette alliée est bien parce qu'elle est gratuite, mais dans Thor, c'est une source de pioche, en plus. Donc, alliée très intéressante. Et puis, vu qu'elle est gratuite et qu'elle vous fournit de la pioche, 2 d'attaque, c'est très bien. Elle contre pas, ce qui est dommage, vu que Thor aimerait bien avoir un peu plus de contre, mais si on joue un deck, quand on aura le pack Gamora entre les mains, bien sûr, jouer un deck Thor agressivité sans la mettre, ça serait bizarre. À moins de jouer un scénario très spécifique où vous savez que vous n'avez pas de sbire. Mais dans ce cas-là, choisissez peut-être un autre héros que Thor. Carte suivante du pack, le lancer de marteau. C'est un événement qui coûte 3 traits attaque et super pouvoir. Action de héros attaque, incliner Mjolnir, infligez 8 dégâts à un ennemi et renvoyez Mjolnir dans votre main. Cette attaque gagne déferlement. Et il y en a 3 exemplaires. Alors ça coûte cher, 3. Moi je me range à l'avis des autres vidéastes que je regarde. Globalement, 0 ressources, c'est gratuit. 1 et 2, une ou 2 ressources, c'est pas cher. 3, c'est cher. 4, c'est très cher. Et 5 ou plus, à moins qu'on ait un moyen de réduire le coût, c'est horriblement cher. Donc là on a une carte chère. Mais 8 dégâts à un ennemi. Et l'attaque gagne déferlement. Donc, alors moi je prends souvent comme référence Klaw. C'est le méchant contre lequel je joue le plus fréquemment. C'est celui sur lequel je teste mes decks. Klaw, dans son deck, il y a les gardes blindés et il y a les trafiquants d'armes. Et d'autres sbires en fonction des sets de rencontres modulaires utilisés. Si vous avez un garde blindé que vous lui avez retirer son effet ténacité, vous devez attaquer le garde blindé, vu que c'est un garde. Un lancer de marteau, 3 dégâts dans le garde blindé, il est vaincu, les 5 dégâts restants passent sur Klaw. C'est très intéressant. Alors, incliner Mjolnir, ok. Ça veut dire qu'il faut que Mjolnir soit redressé. J'ai pas revérifié,
mais il y a assez peu de cartes qui inclinent Mjolnir. C'est une carte agressivité, j'ai plus le nom en tête, qui vous donne un bonus d'attaque en inclinant une arme. Par contre, vous le renvoyez dans votre main. Donc concrètement, vous jouez lancer de marteau, c'est une carte. Puis pour jouer cette carte, il vous faut 3 ressources. Donc potentiellement 3 cartes. Et ensuite vous vous retrouvez avec Mjolnir en main, qu'il faudra rejouer pour une ressource, donc une 5e carte. Ouais, ça fait cher. Ça fait cher globalement, il vous faudra de la génération de ressources. À noter, maintenant que vous avez renvoyé Mjolnir dans votre main, si vous passez en alter ego, vous pouvez utiliser Mjolnir qui est dans votre main pour payer quelque chose. Vous finissez votre tour en alter ego, face du méchant, vous revenez à votre tour, Mjolnir est dans votre défausse, ou dans votre deck si vous avez dû remélanger votre défausse. Première chose que vous faites, vous récupérez Mjolnir en main, vous passez en héros, et maintenant vous jouez Mjolnir. Vous pouvez profiter du fait que vous avez renvoyé Mjolnir en main pour ce petit gain de ressources. Mais, à un moment donné, vous le rejouez Mjolnir. Donc quand même, je reviens sur ce que je disais, le coût global est de 5, mais pas en une seule fois, vous pouvez temporiser et gagner une ressource en dépensant Mjolnir après être passé en alter ego. Donc 5 ou 4, selon comment vous voyez les choses. Pour rappel, dans la boîte de base en agressivité, on avait Assaut implacable, un événement qui coûtait 2, action de héros attaque, infligez 5 dégâts à un sbire, si vous avez utilisé une ressource physique pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc un coût de 2 ressources, ou un coût global en carte de 3, mais il fallait un certain type de ressources pour le déferlement, et c'était 5 dégâts, pas 8. Et mine de rien, un gros sbire, les 5 dégâts, ça en fait plus beaucoup, il en reste plus beaucoup pour le méchant. Dans le set Spider-Man, on avait le coup de pied en balancier, c'était 8 dégâts pour 3 ressources, mais sans le débordement. Donc vous êtes obligé de jouer, vous avez un garde blindé engagé avec vous, vous devez l'attaquer avant de pouvoir attaquer Claw, vous lui mettez 8 dégâts dans la gueule, alors qu'il n'a que 3 points de vie. Carte suivante, la frappe foudroyante, un événement qui coûte 1, très super pouvoir, action de héros, dépensez X ressources énergie, infligez X dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous, cette attaque ignore les cartes d'état tenace si vous avez le trait aérien. Bon, donc voyons voir, vous avez une carte, vous payez 1, et ensuite vous devez dépenser des ressources, qui sont forcément des ressources des ressources énergie pour infliger X dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec vous. Si vous dépensez une seule ressource, vous avez une carte qui vous dit retirez du méchant et des sbires engagés avec vous toutes les cartes d'état tenaces. Et c'est déjà bien. Voilà. Si vous jouez contre Ultron et qu'il n'y a rien pour booster les drones d'Ultron, vous dépensez une ressource et vous faites sauter tous les drones engagés avec vous. Et bien évidemment, si vous dépensez plus, sur les sbires qui ne sont pas protégés par un tenace, ça commence à faire des dégâts. Par exemple, si on repense au lancer de marteau, si avec frappe foudroyante, vous décidez d'infliger 2 dégâts à chaque sbire, un garde blindé qui n'avait pas son tenace, il est plus qu'à 1 point de vie, vous lui faites le lancer de marteau dessus, 1 dégât sur lui, 7 sur Claw. À noter, la frappe foudroyante, ce n'est pas une attaque, c'est une action de héros. Donc si vous êtes sonné, vous pouvez quand même la jouer. Alors, un truc intéressant, si vous avez le trait aérien, je sais pas pourquoi, il y a dû avoir une erreur de copier-coller ou sur plusieurs packs, aérien, ça a été traduit par aéréo en français. Ou alors c'est qu'il y a eu un problème entre la version française et la version espagnole. Des fois, il y a des cartes en française avec des mots-clés espagnols. Bref. Cette attaque. Alors, oui, voilà. D'ailleurs, il y a une clarification.
il devrait pas y avoir marqué cette attaque ignore, mais ces dégâts ignore, vu que ce n'est pas une attaque. Bref, je reviens à ce que je disais. Frappe foudroyante, ça ignore tenace si on n'a rien. Mais il n'y a que frappe foudroyante qui ignore le tenace. Je reprends mon exemple classique. Vous avez engagé avec vous un garde blindé. Il a toujours sa carte état tenace. Si vous avez le trait aérien, que vous jouez frappe foudroyante en payant 1 ou 2 ressources énergie, vous allez infliger les dégâts comme s'il n'y avait pas de tenace. Mais la carte état tenace reste. Donc si après vous faites un lancer de marteau sur ce garde blindé, il a toujours tenace. Et les 8 dégâts font sauter le tenace et il se passe rien de plus. Donc avoir le trait aérien, ça ne fait pas sauter les tenaces, ça fait que les dégâts ignorent le tenace. Et donc si vous n'avez rien pour faire un petit ping pour, comme on dit, pour retirer la carte d'état tenace, il va carrément falloir payer 3 ressources, comme ça vous tuez le garde blindé, et maintenant vous n'avez plus ce problème de carte état tenace vu que le sbire est vaincu. Donc c'est quand même un point important, c'est quasiment un problème en fait. Moi j'aurais aimé que cette carte elle dise si vous avez le trait aérien, vous pouvez choisir d'ignorer. J'aurais préféré ça, parce que dans ce cas-là, cette carte-là, en toutes circonstances, ça aurait été du retrait tenace. Là, vu comme la carte est écrite, si vous avez un ou plusieurs sbires engagés avec vous, avec des cartes état tenace, ou même le méchant, qui a une carte état tenace, et que vous avez le trait aérien, vous ne pouvez pas choisir de n'infliger aucun dégât, mais de défausser les cartes état tenace. Donc il faudra autre chose. Ce que je trouve un peu regrettable, mais bon. Carte qui a son intérêt quand même. Oui, donc voilà, je montrais le garde blindé. Voilà, vous pouvez faire pause si vous ne vous souvenez plus de ce qu'il a de particulier. Carte suivante, Asgard, c'est un soutien qui coûte 3, trait Asgard et lieu. Votre taille de main augmente de 1. Donc vous passez à une taille de main de 5 en héros, de 6 en alter ego. C'est ce qu'on aime voir sur ces cartes d'identité. Et pour Thor, il va falloir d'abord jouer Asgard. Donc vous commencez avec une main plus réduite, même si comme je l'expliquais au début de la vidéo, la récupération de Mjolnir, l'engagement des sbires, ça vous fait des cartes en plus. Mais voilà, il va vous falloir avoir Asgard, soit le piocher, soit le tutorer avec pour Asgard, dépenser les ressources nécessaires pour enfin avoir une taille de main standard et pour enfin avoir Thor à son plein potentiel. Et je me souviens, encore une fois, l'Open the Box de la Marvel JCE TV que j'ai regardé il y a quelques semaines quand j'ai recommencé à jouer au jeu, Shep disait c'est quand même vachement, je sais plus comment il disait, triste, c'est vachement basique comme construction de carte. C'est une carte qui, vous avez plus une carte en main, bon. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de contrepartie, c'est simplement, cette carte coûte cher, mais vous avez enfin un héros, entre guillemets, normal. Carte suivante, Dieu du tonnerre, un soutien qui coûte 2, trait Asgard et titre, ressource de héros, incliné Dieu du tonnerre, générer une ressource énergie. Et vous commencez la partie avec peu de cartes en main, donc vous avez des problèmes de ressources. Dès que vous le pouvez, vous jouez Dieu du tonnerre, et enfin vous compensez la faiblesse de Thor. Donc je vais redire la même chose que j'ai déjà dite, peut-être 2-3 fois. Thor démarre lentement. Quand il est pleinement installé, il a plus de cartes, il a plus de ressources qu'un certain nombre de héros. C'est pas celui qui en a le plus, mais il en a quand même pas mal, mais il faut gérer la période de transition. Ce sont des ressources énergie, ce qui va être utile pour comment ça s'appelle déjà? Frappe éclair? Frappe foudroyante. À titre de comparaison, pour rappel, le Queen Porter, ça coûte 3. On ne peut le jouer que lorsqu'on a le trait Avenger, donc il faut être sous forme Thor pour pouvoir jouer le Queen Porter. C'est une ressource libre,
mais une ressource, pas une ressource de héros. Dieu du tonnerre, c'est une ressource héros. Donc la carte est la bienvenue, j'ai oublié de préciser qu'il y en a 2 copies, mais c'est cher. Alors, avantage quand même, ça le trait Asgard, donc on peut le tutorer, pour Asgard, et comme ça le trait Asgard, on peut en réduire le coût de 1, donc à 1, grâce à exercice de cohésion d'équipe. Mais encore une fois, ça donne l'impression que Thor, pour avoir l'impression d'avoir un héros normal, il faut avoir joué Asgard, qui coûte 3. Pour avoir de la bonne génération de ressources, il faut jouer Dieu du tonnerre, qui coûte 2, et c'est de la génération de ressources quand vous êtes en héros. L'effet de Thor qui fait piocher des cartes, et donc avoir plus d'opportunités et ou plus de ressources, c'est en héros. Voilà. Donc pour le coup, Thor, c'est un des héros, pas un des héros, c'est un des héros avec lequel j'ai le moins envie de repasser en alter ego. Vous avez un mauvais contre, donc vous aurez du mal à compenser le fait que le méchant a manigancé. Vous ne piochez pas de cartes supplémentaires parce que si vous êtes engagé par des sbires pendant que vous êtes en alter ego, vous ne piochez pas. Vous n'avez pas vos ressources vu que ce sont des ressources de héros. Donc voilà, plus la partie avance et plus vous allez essayer de passer votre temps en héros. Ah oui, au passage, si vous jouez un deck commandement, la ressource énergie, ça servira pour booster vision. Carte suivante, enfin Mjolnir. Donc une amélioration qui coûte 1, trait Asgard et armes. Restreint, vous ne pouvez avoir que 2 cartes restreintes par joueur. Thor a plus 1 d'attaque et le trait aérien. Plus 1 d'attaque, il passe donc à 3. Si vous jouez en agressivité, vous pourrez jouer l'entraînement au combat et passer à une attaque de 4, ce qui est conséquent. Et le trait aérien, c'est en combinaison avec certaines cartes comme la frappe foudroyante. Alors, Mjolnir. Et oui, donc j'ai déjà parlé du fait que Mjolnir, on peut le ramener dans sa main quand on est en alter ego. Quand on joue, lancer de marteau. Quand on joue lancer de marteau, on a besoin de le ramener dans sa main et donc il faudra le rejouer. Ça le trait Asgard, donc une autre incitation à avoir une copie d'exercice de cohésion d'équipe pour que, quand on repasse en héros, on utilise l'exercice de cohésion d'équipe pour remettre en jeu Mjolnir sans dépenser de ressources. Combo avec coup avec élan, une carte du pack Thor d'ailleurs, un événement agressivité qui coûte 0, interruption de héros, quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez l'amélioration arme de votre héros, il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Du coup, c'est une carte qui peut être très intéressante dans un pack Thor. Vous avez de base 2 d'attaque. Mjolnir est en jeu, vous êtes à 3. Tant qu'à faire, vous jouez l'entraînement au combat, vous êtes à 4. Vous effectuez une attaque de base. Interruption, vous inclinez Mjolnir, vous gagnez plus 3 d'attaque, vous faites donc une attaque à 7. Vous faites vous faites quasiment autant de dégâts qu'un lancer de marteau, mais simplement en jouant coup avec élan. Pour 0. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Alors, vous n'avez pas déferlement. Donc ça sera peut-être plutôt pour donner un gros coup au méchant, ou un sbire très costaud. Et, note importante, vous inclinez votre arme. Du coup, maintenant que votre arme est inclinée, vous ne pouvez pas éventuellement faire le lancer de marteau, vu que le coup de la carte, le coup de l'effet, c'est d'incliner Mjolnir. Donc si dans le même tour vous voulez faire lancer de marteau et coup avec élan, il va d'abord falloir faire lancer de marteau pour incliner Mjolnir, infliger les dégâts, renvoyer Mjolnir dans votre main, puis jouer Mjolnir qui arrive en jeu redressé, et maintenant vous pouvez l'incliner quand vous utilisez coup avec élan. Mais les deux combinés, ça fait d'abord 8 dégâts avec déferlement, puis 7 dégâts, encore une fois condition de jouer entraînement au combat,
sans déferlement. Mais l'attaque avec déferlement, normalement, a fait sauter le sbire garde, s'il y en a un. Et au total, la combinaison des deux effets vous coûte 2 cartes et 4 ressources, vu qu'il faut rejouer Mjolnir. Donc encore une fois, une incitation à avoir des cartes, avoir la carte exercice de cohésion d'équipe pour réduire le coût de Mjolnir. La dernière carte du pack de Thor, enfin du set de héros, le casque de Thor, c'est une amélioration qui coûte 2, trait Asgard et armure, vous gagnez plus 5 points de vie, donc vous passez à 19 points de vie. Ce qui est pas plus mal parce que si vous vous mettez dessus des sbires, eh ben vous pourrez pas forcément tous les éliminer avant leur attaque, et donc vous perdrez des points de vie. Là, 5 points de vie, vous passez de 14 à 19. Petit rappel, dans le pack Miss Marvel on a Endurance, qui pour 1 vous donne plus 3 points de vie. Thor, avec les cartes qui existent actuellement, vous pouvez passer à 22 points de vie, ce qui est assez énorme. À noter quand même un point important, j'aurais peut-être dû le dire sur Endurance lors de la vidéo précédente, si à un moment donné vous êtes à 5 points de vie ou moins, et qu'un effet vous force à défausser le casque de Thor, je sais pas, du style défausser une amélioration que vous contrôlez, et que vous n'avez que cette amélioration, en défaussant l'amélioration vous perdez les 5 points de vie qu'elle vous donnait, vous aviez 5 points de vie au moins, vous êtes vaincu. Donc il faut y penser, faut pas avoir uniquement ça comme amélioration si vous êtes très bas en points de vie. Mais comme amélioration on a aussi Mjolnir, du coup, pour protéger le casque, dès qu'on le peut, on rejoue Mjolnir. Et comme ça, si on vous force à défausser une amélioration, vous défaussez Mjolnir, pour protéger vos points de vie, vous repassez en alter ego, vous récupérez Mjolnir dans votre main, vous vous régénérez, et ensuite vous rejouez Mjolnir. Allez, on passe à son obligation, colère d'Odin. On donne la carte au joueur d'Odinson, le coup classique, et ensuite vous pouvez passer sous forme d'alter ego, très bien, choisissez, inclinez Odinson, retirez colère d'Odin de la partie, ou défaussez Mjolnir de votre main ou du jeu, vous êtes sonné, défaussez cette obligation. Alors, je pense que tous les joueurs essaient de résoudre le premier effet. Donc, quand ils piochent ça, alors s'ils sont déjà en alter ego, ils sont déjà en alter ego, s'ils sont en héros, ils passent sous leur forme d'alter ego, ils inclinent leur identité, et ils retirent la carte de la partie. Maintenant, il y a quelque chose qui est quand même différent avec Thor, c'est que si cette carte-là n'est pas votre dernière carte de rencontre, dans les cartes rencontres suivantes, il y a peut-être un sbire. Si vous passez en alter ego, quand vous révélerez ce sbire, vous ne piocherez pas de carte. Voilà, c'est un truc auquel penser. Si vous passez en alter ego, que vous inclinez Odinson, il n'y a pas de problème, vous retirez ça de la partie. Si vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, par exemple vous avez défendu, donc vous êtes déjà incliné, vous défaussez Mjolnir de la main ou du jeu. S'il n'est ni dans la main ni en jeu, s'il ne se passe rien, mais en tout cas vous êtes sonné. Et ça c'est gênant d'être sonné. Alors défausser Mjolnir, qu'est-ce qui se passe ? Dès que vous repassez en alter ego, vous le récupérez. Par contre vous êtes sonné, et sonné ça ne partira que lorsque vous essayerez de faire une attaque, et cette attaque sera annulée. Donc si vous êtes obligé de choisir le deuxième effet, vous repassez quand même en alter ego a priori, enfin moi je le conseille. Quand ça revient à vous, vous récupérez Mjolnir qui est dans la défausse, et comme vous êtes sonné, il faudra repasser en héros, faire une attaque pour défausser le sonné, et ensuite jouer une grosse attaque. Vous aurez besoin de faire une attaque pour vous débarrasser du sonné, pour que votre grosse attaque ait un effet. Sauf que si vous n'avez pas choisi la première possibilité, c'est peut-être parce que vous étiez déjà incliné. Dans ce cas-là, pendant votre tour, vous ne pourrez pas dire « je fais une attaque basique pour me débarrasser de sonné ». Donc potentiellement, pendant toute votre phase de héros suivante, vous aurez votre identité inclinée, et vous serez incapable de vous débarrasser du sonné, et donc incapable de faire n'importe quel effet action de héros attaque. Donc c'est quand même assez méchant. Passons maintenant à son set Némésis, querelle familiale, manigance annexe, avec deux... Tiens, là il y a
le symbole par joueur qui est en trop. Donc 2 de menaces initiales. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque carte Asgard en jeu. Et il y a un symbole d'accélération. Cette carte est horrible. Parce que 2, c'est rien 2. Mais quand ça arrive en jeu, c'est parce qu'on a pioché l'ombre du passé. L'ombre du passé dit « Mettez en jeu votre sbire Némésis ». Puis mettez en jeu la manigance annexe. Donc quand ça arrive en jeu, il y a déjà Loki. Premier problème, on a Thor en jeu. Donc je reviens sur son onglet. Thor, trait Asgard Avenger, Odinson, trait Asgard. On a, que je retrouve, Loki. On a Loki qui est déjà en jeu, il a le trait Asgard. Dans le pack de Thor, les cartes qui ont le trait Asgard, je l'ai déjà dit plus tôt, il y en a 6 en plus. Et on a des cartes en dehors de son set héros qui ont le trait Asgard. Donc je reprends. 2. Ensuite forcément une 3e menace parce que il y a Thor ou Odinson en jeu. Puis une 4e parce que Loki est en jeu. Et ensuite les autres menaces pour toutes les autres cartes avec le trait Asgard. C'est-à-dire si votre deck est complètement installé, 6 cartes de plus. Plus éventuellement Heimdall, Hercule, Angela... voilà. Donc moi la dernière partie que j'ai faite où j'ai eu ça en jeu, il y avait 10 menaces dessus et c'est horrible parce que Thor, encore une fois, il est mauvais en menaces. Alors autant en multijoueur, on peut dire aux autres joueurs, allez, tout le monde met le paquet là-dessus pour qu'on s'en débarrasse vite. Ok, mais en solo, c'est horrible, je trouve. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce set Némésis ? On a Loki, 2 de manigance, 2 d'attaque, 4 points de vie, trait Asgard, interruption, quand Loki est censé être vaincu, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte est une traîtrise, soignez tous les dégâts de Loki à la place. Et il a 3 icônes de boost. C'est monstrueux. Parce que Loki, va falloir le tuer, bien sûr. On va pas le laisser éternellement en jeu si on peut s'en débarrasser. Alors Thor, attaque de 2, plus 1 de Mjolnir, plus 1 par exemple d'entraînement au combat, si vous jouez en agressivité. Donc en une attaque basique, il va vaincre Loki, ok. Sauf que maintenant vous défaussez la carte du dessus du deck de rencontre, et potentiellement vous soignez Loki. Du coup, il va falloir à nouveau lui infliger 4 dégâts pour le vaincre, mais peut-être qu'il va encore se soigner. Potentiellement, si vous êtes vraiment malchanceux, il est éternel. Et ça c'est horrible. Parce que, notamment, il manigance de 2. À la limite, une attaque de 2, si vous pouvez pas défendre contre lui à chaque fois, ça vous fait une petite érosion de vos points de vie, une fois de temps en temps vous soignez. Mais si vous repassez en alter ego, c'est 2 menaces de plus. Et ça, c'est très douloureux. Autre carte, présente en 2 exemplaires dans le set Némésis, le géant de glace. Il manigance de 1, il attaque de 3, 4 points de vie. Ténacité, donc il entre en jeu avec une carte d'état tenace. Une icône de boost, une icône spéciale, et son effet de boost, c'est si le méchant... si c'est un boost lors d'une attaque du méchant et que le méchant inflige des dégâts à un personnage, ce personnage est sonné. Donc potentiellement vous défendez l'attaque du méchant avec Thor, vous révélez ça comme carte de boost, et vous êtes sonné, ce qui est toujours gênant. Sinon, 4 points de vie, il a que 1 de menace. C'est loin d'être le pire sbire une fois qu'il est en jeu. Et... tiens, c'est bizarre, 3, 4... Il me semble que j'oublie... Ah oui, non, ce que je disais... on a frappe foudroyante dans le pack pour se débarrasser des tenaces. Dernière carte du pack Némésis, Filou. Une traîtrise, une fois révélée, défaussez les 3 quarts du dessus de votre deck, placez une menace sur la manigance principale pour chaque type de carte différente défaussée par cet effet.
Encore une carte horrible, parce que, j'ai l'impression de me répéter, Thor il est mauvais en contre de base. Et là, d'un coup, ça vous rajoute de la menace sur la manigance principale. Potentiellement 3. Et il y a aussi un gros problème, encore une fois notamment en solo, c'est que si vous faites vos petits calculs, et que vous dites il n'y a pas de problème même dans le pire des scénarios, c'est-à-dire le méchant manigance, et puis ensuite je pioche avancé, donc le méchant remanigance, et les 2 fois il a 3 de boost, ça fait un total de 10 de menaces, plus le 1 de menace du début de la phase, donc ça fait un total de 11 menaces, mais le seuil est à, je sais pas, mettons à 13, voilà, plus 11, mais le seuil est à 13, du coup, à mon tour, je reviens en héros, je retire de la menace, y a pas de problème. Si vous piochez Filou, eh ben, vous défaussez les cartes du dessus deck, ah ben mince, vous mettez 2 menaces sur la manigance, et ben voilà, c'est perdu. Du coup, l'ensemble du set Némésis de Thor est affreux. On a une manigance annexe qui vient avec potentiellement 10 menaces dessus. Que je réfléchisse, je crois que Siège de l'Apocalypse, il y en a 8 dessus, et c'est énorme. 8. Là, il y en a probablement encore plus, si la partie est un peu avancée. Le sbire, il va peut-être falloir le tuer une fois, peut-être 2, peut-être 5, peut-être qu'au bout d'un moment, vous abandonnerez l'idée de le vaincre. Géant des glaces, ça passe, mais ensuite, il y a Filou qui peut vous faire perdre d'un coup, parce que vous le piochez au mauvais moment. Alors ça, c'est un exemple de deck agressivité que j'ai joué et avec lequel je n'ai pas réussi à vaincre Claw en expert, si ma mémoire est bonne. Et qu'est-ce qu'il y a à commenter? Alors les alliés, Bronn parce qu'il retire de la menace après avoir attaqué. Heimdall parce que il a le Trasgard, on va pouvoir réduire son coût. Tutorer, ça peut être bien. Si vous avez la chance, vous jouez à Heimdall, vous regardez 3 cartes, et parmi ces 3 cartes, il y a l'ombre du passé, aucune hésitation, je regarde même pas les 2 autres cartes, je défausse l'ombre du passé. À moins que je puisse la mettre en boost. Mais même tant qu'à faire, je la défausse. Parce que, vraiment, le set Némésis est horrible. Sentry, il cogne fort, et il peut contrer de 2, et puis s'attribuer une carte de rencontre, plus de chances d'avoir un sbire engagé avec soi, ok. Vous paierez pour ça, ça vous permet, après une attaque du méchant, de retirer de la menace. Ça, je crois que c'est entrer dans la mêlée en français. Vous infligez des dégâts à un sbire, pour chaque point de dégâts en excès, vous retirez de la menace, alors de la manigance principale, mais c'est de l'anti-menace. Poursuivons-les. Après que votre héros a attaqué et vaincu un sbire, retirez 2 menaces d'une manigance, encore une fois, de l'anti-menace. Et vu que dans ce deck vous avez le lancer de marteau, en 3 copies, vous allez a priori à chaque fois le jouer contre un sbire, donc ça sera une attaque faite par votre héros pour vaincre un sbire, donc ça sera Thor qui vaincra les sbires, parce que là poursuivons-les après que votre héros a attaqué et vaincu un ennemi. Vous pouvez pas jouer poursuivons-les après que un de vos alliés a vaincu un sbire. Beaucoup de ressources, parce qu'en début de partie, sinon c'est galère. Le hall des héros pour piocher, héliporteur pour des réductions de coûts parce que y a des cartes chères. Manoir des Avengers pour de la pioche, Queen Porter, exercice de cohésion d'équipe, sans surprise. Entraînement au combat parce que vous passez à 4 en attaque. Jarnbjorn, je détaillerai plus tard, et prouesse martiale pour avoir des ressources pour vos événements d'attaque, voilà. Mais on note quand même qu'il y a un gros pic de cartes qui coûtent 3. Enfin un gros pic, il y a 9 cartes qui coûtent 3. C'est cher. Tiens, ça c'est un exemple de deck duo. Je crois pas l'avoir joué, alors je pensais le jouer en héroïque. Je pense pas l'avoir joué, ça m'a pas laissé de souvenir en tout cas. En duo, l'avantage c'est qu'on peut se focaliser sur du combat. Donc entrer 3 copies de coups avec élan pour profiter du fait qu'on a une arme, frappe précise, voilà,
Voilà, attaque de base de 2, Mjolnir ça fait passer à 3, entraînement au combat ça fait passer à 4, frappe précise ça fait passer à 6, et ça... coup avec élan ça vous fait passer à 9. Donc ça cogne dur. Et voilà. Alors, passons maintenant aux cartes du deck préconstruit Thor. Sans grande surprise, c'est un deck agressivité. Première carte, c'est Hercule, un allié qui coûte 6, ce qui est énorme. Il compte à 1, il attaque à 3, il a 4 points de vie, trait Avenger et Olympe. Réduisez de 1 le coût pour jouer Hercule pour chaque sbire engagé avec vous. Le coût de 6 est énorme, même si vous allez pouvoir faire à 4 reprises 3 dégâts, donc un total de 12 dégâts. Trait Avenger, dans un deck Thor, déjà, tour des Avengers pour réduire de 1 le coût, exercice de cohésion d'équipe pour, il est Avenger mais pas Asgard, c'est bien ça, pour réduire encore une fois le coût de 1, et ensuite, si vous avez un sbire engagé avec vous, dans un deck Thor, vous passez le coût à 3. Si vous jouez contre Ultron, que vous avez plusieurs drones engagés avec vous, vous pouvez baisser le coût. Et dans ce cas-là, il sera très bon, mais il faudra voir ses sbires, sinon je trouve que c'est quand même excessivement cher. Je pense pas l'avoir déjà joué en dehors d'un deck Thor. Deuxième carte, Valkyrie, un allié qui coûte 3, contre de 1, attaque de 2, 3 points de vie. Trait Asgard et Avenger, réponse après que Valkyrie est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un sbire, 3 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte. Donc 3, 1, 2, 3, c'est bien pour un allié qui a une capacité à côté, et la capacité en l'occurrence, c'est d'infliger 2 ou 3 dégâts à un sbire, bien évidemment. L'intérêt est d'autant plus grand si vous êtes engagé avec un garde. Vous allez potentiellement vous débarrasser du garde et ensuite pouvoir concentrer toutes vos attaques sur le méchant, ou alors vous, entre guillemets, attendrissez le garde et ensuite vous l'achevez avec Valkyrie. Je connais pas tous les sbires du jeu bien évidemment, mais si vous dépensez les bonnes ressources, entre l'arrivée en jeu de Valkyrie et sa première attaque, ça fait 5 dégâts sur un sbire. Ce qui est suffisant pour la très grande majorité. Alors ensuite on a Poursuivons-les qui est dans la boîte de base, donc je vais pas en parler. Viens par ici, c'est un événement qui coûte 0, trait attaque, action de héros attaque, infligez 1 dégât à un sbire, si vous avez le trait aérien, engagez cet ennemi. Bon, pour 0 vous infligez 1 dégât, ce qui est inintéressant. Si vous avez le trait aérien, engagez cet ennemi. La plupart du temps, ça sert à rien. Enfin, en solo, ça sert à rien. Si vous jouez en solo, il y a un sbire en jeu, il est engagé avec vous. Je n'ai pas connaissance d'effets de jeu qui font que les sbires sont en jeu mais engagés avec personne. Donc l'effet d'engagement, ça peut servir en multi. Mettons que... allez, je vais prendre ton exemple. MODOK est engagé avec un autre joueur. Cet autre joueur a besoin de rester en alter ego pour se soigner ou pour jouer des cartes, et donc MODOK va pouvoir manigancer, et c'est pas le bon moment. Avec cette carte-là, vous engagez MODOK, du coup, comme vous êtes en forme héros, quand il s'activera, il vous attaquera, et ça vous évite la manigance. Bon, pour avoir cet effet, il faut avoir le trait aérien. Et dans une de ses vidéos, Steve Kimmel précise un truc, c'est vrai que c'est toujours... c'est le petit détail qui peut convaincre de mettre une copie d'une carte dans un deck. C'est une action de héros attaque, ça coûte 0, donc quand vous jouez cette carte, vous ne dépensez aucune autre carte, et comme c'est une attaque, si vous aviez une carte état sonnée, ça vous retire la carte état sonnée. Donc cette carte-là peut servir à ça. Retirer les cartes état sonnées pour récupérer la possibilité de faire une grosse attaque derrière. Carte suivante, j'en ai parlé tout à l'heure, coup avec élan. Un événement qui coûte 0, trait compétence, interruption de héros, quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez Quand votre héros effectue une attaque de base, inclinez une amélioration arme de votre héros, il gagne plus 3 d'attaque
pour cette attaque. C'est vraiment très bon, hein. De toute façon, vous êtes en train de la faire l'attaque. Vous avez juste à dépenser une carte de votre main et vous donner plus 3. Et plus 3 pour une attaque de base d'un héros, c'est énorme. Jusqu'à présent, il n'y a aucun héros qui a plus de 3 de base. C'est Hulk, je crois qu'il est le seul pour le moment. Donc, ça vous double au minimum. Alors, si vous jouez cette carte par exemple dans un deck Hulk et qu'il a entraînement au combat et je crois qu'il a une carte dans son set qui augmente sa force, déjà, enfin son attaque, ben là, ça vous fera passer de 5 à 8, c'est pas doublé, mais c'est quand même un énorme boost. Les armes, concrètement, il y en a dans des sets de héros, il y en a dans le set de Black Panther, il y en a dans Star-Lord, Gamora, Hawkeye, Thor, bien sûr, Rocket Raccoon, et sinon, on en a en agressivité. Ah, c'est bizarre, il en manque. Enfin, il manque Jarnbjorn. Donc, il y en a en agressivité, il y en a en basique, et voilà. Donc, pour résumer, si vous avez un deck dans lequel vous avez une amélioration arme, c'est un très bon ajout. Carte suivante. Alors le pouvoir de l'agression, j'en parle pas. Après ça, on a le Hall des héros, un soutien qui coûte 2, trait Asgardelieux. Réponse: après que vous avez vaincu un sbire, placez un jeton gloire sur le Hall des héros. Action d'alter ego, retirez 3 jetons gloire du Hall des héros et inclinez-le, piochez 3 cartes. De la pioche, mais sous condition. Alors un truc important, il y a eu dernièrement des clarifications sur ce que veut dire vous. Alors, je vais faire une petite digression rapide. J'ai quand même l'impression que les concepteurs du jeu, quand ils ont une petite digression, un petit énervement, j'ai l'impression que FFG s'est dit on va faire un JCE abordable. Donc essayons de faire super simple, faisons des règles pas trop longues, Ils ont essayé de faire tellement simple que... Alors moi j'avais fait une pause donc j'ai pas suivi tout l'historique, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont de gros problèmes pour savoir eux-mêmes ce qu'ils veulent faire des règles. Il y a besoin de clarification des clarifications. Je me demande si des fois ils détricotent pas des trucs tricotés avant. En tout cas, toujours est-il qu'actuellement, c'est bien spécifié que vous, c'est le héros, enfin l'identité, les soutiens, les améliorations, les effets sur la carte d'identité, c'est tout en fait, sauf les alliés. Donc si un de vos alliés vainc un sbire, vous ne mettez pas de jeton gloire sur le hall des héros. Par contre, si votre héros joue une attaque qui vainc un sbire, ou un effet qui n'est pas une attaque mais qui vainc un sbire, là vous mettez un jeton gloire. Et ensuite, action d'alter ego. Un point un petit peu embêtant, faut retourner en alter ego, faut retirer 3 jetons gloire d'un coup, faut l'incliner, donc vous pourrez pas le refaire, et maintenant vous piochez 3 cartes. Donc il y a quand même un certain nombre de conditions à respecter. Bien évidemment, ça va être plus utile dans des scénarios avec pas mal de sbires, du style Claw, ou bien évidemment Ultron. Et dans le cas du Ultron, je pense que ça vous incitera à chercher des cartes qui font des dégâts à plusieurs sbires simultanément, comme la frappe foudroyante de Thor, ou le piétinement de Miss Hulk, ou une carte basique dont je n'ai pas le nom en français en tête, je crois que c'est Beat 'em Up en anglais. Voilà, une carte jouée par le héros, donc on est dans le cadre du vous, qui va pouvoir éliminer plusieurs sbires d'un coup pour mettre plusieurs jetons gloire d'un coup, et une fois que vous serez en alter ego, vous pourrez piocher vos 3 cartes. Carte suivante, Fureur au combat. Fureur au combat, c'est une amélioration qui coûte 1, trait condition. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, 1 max par joueur. Réponse: après que votre héros a attaqué et vaincu un sbire, infligez 1 dégât à votre héros et défaussez Fureur au combat. Redressez votre héros. Alors il y a une précision dans la FAQ tout en bas de l'image là.
vous ne pouvez pas prévenir le dégât. Infliger le dégât, ça fait partie du coup. Si le dégât n'est pas infligé, vous n'avez pas l'effet, à savoir redresser le héros. Maintenant, alors déjà on peut pas les stocker en jeu, on peut en avoir qu'une simultanément en jeu. Bon, on peut en jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur. Si vous jouez en multi et qu'il y a plusieurs héros qui vont être amenés à attaquer les sbires, vous pouvez en mettre 3 dans votre deck et les jouer sous le contrôle de vos amis. Donc, vous attaquez un sbire, il faut le vaincre. Ça veut dire que vous l'achevez avec votre héros, peu importe s'il a été, moi j'appelle ça attendrir, peu importe s'il a perdu quelques points de vie suite à l'attaque d'un allié ou un effet de carte autre qu'une attaque du héros, il faut que le héros vainque le sbire, il faut infliger un dégât au héros, il faut défausser la fureur au combat, qu'il a d'abord fallu placer et payer, et maintenant vous redressez votre héros pour le réutiliser. Alors bien évidemment, chaque fois que on a un effet de redressement du héros, c'est plus intéressant si le héros a de bonnes stats. Par exemple, vous jouez entraînement au combat, le héros attaque un sbire, lui infligez 3 dégâts. Je pars du principe que si vous boostez votre attaque, c'est que vous avez minimum 2. Donc vous avez 2 d'attaque, vous avez entraînement au combat, vous avez attaqué un sbire, vous lui avez infligé 3 dégâts, vous l'avez vaincu, vous infligez un dégât à votre héros, vous vous redressez, vous pouvez refaire une attaque à 3, par exemple. Ou alors ça peut vous permettre, maintenant que vous avez vaincu un sbire avec une valeur de manigance importante, vous vous redressez, vous passez en alter ego et vous vous soignez et vous avez une source de menace en moins sur la table. Les autres cartes qui font du redressement de héros, il y en a en commandement, il y en a en protection, en agressivité c'est la seule. Et évidemment, il y a certaines cartes des sets de héros qui leur permettent de se redresser. Pour résumer, Fureur au combat, ce n'est pas une carte que j'ai utilisée souvent. Je pense que la meilleure utilisation, ça va être dans un deck qui délivre des attaques potentiellement puissantes et qui est gêné par la présence d'un sbire. Vous avez un sbire garde engagé avec vous, ou un sbire qui a un effet tellement gênant qu'il faut s'en débarrasser vite, comme je crois que c'est l'homme radioactif, qui de mémoire fait défausser des cartes à chaque attaque. Vous faites votre attaque sur le sbire, vous vous blessez, un dégât c'est pas grand chose, vous vous redressez, et maintenant vous faites votre grosse attaque sur le méchant. Donc peut-être une carte pour Hulk qui, si je dis pas de bêtises, avec les cartes de son set de héros, peut faire une attaque à 14 dégâts. Donc dans un deck Hulk, vous mettez en jeu ça dès que vous le pouvez, et si à un moment donné vous avez en main cette carte, je crois que c'est Hulk tout cassé, mais que vous êtes engagé avec un garde, vous vous débarrassez du garde, vous vous blessez, vous vous redressez, et vous faites votre grosse attaque sur le méchant. Mais dans la plupart des decks que je joue, ça ne m'intéresse pas. Carte suivante, Jarnbjorn. C'est une amélioration qui coûte 1, restreint, donc vous avez le droit de 2 cartes restreintes maximum par joueur. Réponse, après que votre héros a attaqué un ennemi, dépensez une ressource physique, infligez 2 dégâts à un ennemi. C'est pas cher. Petite précision, oui, en dessous, c'est après que votre héros a attaqué un ennemi, donc à partir du moment où il y a une attaque basique ou carte sur laquelle il y a marqué action de héros attaque, ça marche. Pour une ressource, vous infligez 2 dégâts. C'est toujours bon à prendre. Alors il faut avoir la ressource du bon type. Mais pour ça, par exemple, si vous avez un Queen Porter en jeu, c'est pas un problème. Donc une carte, dès que vous le pouvez, vous la mettez en jeu. Le Jarnbjorn, dès que vous l'avez en main, si vous le pouvez, vous la mettez en jeu. Elle est plus dans votre deck, elle circule plus. Ça réduit la taille, on va dire effective, la taille, le nombre de cartes en circulation. Et chaque fois que vous allez faire une attaque, possibilité de faire 2 dégâts. Encore une fois, chaque fois que je vois un effet qui inflige peu de dégâts, je pense à retirer les cartes état de ténacité. Par contre, c'est après l'attaque, donc ça vous permettra pas de faire passer les dégâts de votre attaque. C'est une situation où, mettons, vous êtes engagé avec 2 sbires, l'un des deux a une carte état ténacité, vous attaquez
le premier sbire, vous utilisez l'effet Jarnbjorn pour faire sauter la ténacité du deuxième sbire. Et ensuite, potentiellement, vous jouez une carte d'attaque où vous redressez votre héros pour attaquer le sbire qui n'a plus sa ténacité. Enfin, son tenace, pardon. Donc une carte qui est intéressante dans tous les decks agressivité, à moins éventuellement, mais j'imagine pas ça, qu'on ait un deck agressivité qui ne fasse pas d'attaque. Ça paraît un petit peu incongru. Ah oui, vous avez besoin d'une ressource physique, si vous jouez Captain America, vous avez 2 exemplaires du sérum de super soldat pour fournir la ressource physique. Donc Captain America, agressivité, vous lui mettez Jarnbjorn, et dès que vous avez joué le sérum du super soldat, vous avez la certitude de pouvoir l'activer à chaque tour, à moins de dépenser la ressource pour un autre effet. Carte suivante, carte basique, Heimdall, un allié qui coûte 5, contre de 2 avec 1 dégât consécutif, attaque de 3 avec 2 dégâts consécutifs, 4 points de vie, trait Asgard. Réponse: après que Heimdall est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, défaussez une de ces cartes et remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Bon c'est de la sonde. Y a des cartes qui sont vraiment très pénibles. Une avancée au mauvais moment, c'est une partie perdue. L'ombre du passé, ça vous rajoute une manigance, ça vous rajoute un sbire, il y a certains sets Némésis qui sont affreux. Si vous jouez en expert, les 3 cartes du set expert sont très pénibles. Voilà, Heimdall est très bien pour ça. Pour ne pas avoir une carte, une des 3 cartes du dessus deck, et il est aussi très bien pour choisir qu'est-ce qu'on a comme boost et qu'est-ce qu'on a comme carte rencontre. Par contre, il est cher, il va falloir y penser quand on le met dans son deck. Alors dans un deck Thor, comme il a le Trasgard, vous allez pouvoir réduire son coût. Sinon, il faudra avoir 1 ou 2 copies du pouvoir... comment ça s'appelle en français? Le pouvoir en chacun de nous, pour générer 2 ressources d'un coup, 2 ressources en une carte. Carte suivante, invulnérabilité, un événement qui coûte 3, action de héros, donnez une carte d'état tenace à votre héros. Alors, je commence à avoir la gorge sèche. Depuis, dans le pack La Guêpe, on a eu Persévérance, un événement protection qui coûte 1, très tactique. Réponse de héros, après que vous avez changé de forme, donnez à votre héros une carte d'état tenace. Alors Persévérance, il faut changer de forme, mais ça coûte 1. Invulnérable, il n'y a pas de conditions circonstancielles, mais ça coûte 3. C'est extrêmement cher. Alors c'est un super pouvoir, on peut en réduire le coût avec, je crois que ça s'appelle concentration accrue. Ça reste quand même super cher. J'ai jamais joué cette carte, et dans les vidéos que je regarde, il me semble que cette carte est mentionnée comme étant trop chère. Donc là, on sort de son deck préconstruit. Carte justice, là aussi je vais pousser un petit coup de gueule contre FFG. Sous surveillance, donc carte justice, amélioration qui coûte 2, trait condition, attachez cette carte à la manigance principale, un max par manigance, augmentez de 4 le seuil de menace de la manigance attachée. Donc si vous jouez en solo, vous augmentez de 4 le seuil. Autrement dit, 4 divisé par 1, vous augmentez de 4 par joueur. Si vous jouez en duo, vous augmentez de 4 divisé par 2, ça fait 2 par joueur. En trio, ça fait un peu plus de 1. En quatuor, ça fait 1 par joueur. Donc une carte d'autant meilleure qu'il y a moins de joueurs dans la partie. L'effet en solo est énorme. Je vais encore prendre l'exemple de Clos. La manigance de Clos, au premier stade, il y a un seuil de 6 par joueur. Au deuxième stade, il y a un seuil de 8 par joueur. Si vous jouez cette carte, vous passez de 6 à 10. Ça vous fait plus 2 tiers. À la deuxième étape de la manigance, vous passez de 8 à 12, ça vous fait plus 50%. L'effet en solo est énorme. Moi je joue un deck justice, je me pose en solo,
Encore une fois, je joue quasiment qu'en solo. Mais même en duo, je joue un deck justice, je ne réfléchis pas, je joue cette carte. Alors la plupart du temps, j'en mets qu'une copie dans mon deck. Si j'ai un deck que je sais très lent, j'en mets 2 copies parce que je veux l'avoir très rapidement pour éviter que la manigance principale avance trop vite. Et si j'ai un deck qui a intérêt à avoir des ressources énergie, donc un deck Iron Man ou Captain America, en général j'en mets également 2 copies. Mais voilà, donc je disais un petit coup de gueule, moi je trouve que Marvel Champions, les seuils ne devraient pas être parfaitement linéaires. C'est-à-dire que, je vais reprendre l'exemple de Claw, je profite qu'il est sur ma table de jeu juste à côté de moi. Au stade 2, il manigance de 2 plus boost. Donc si on considère le pire des cas, il manigance de 5. Pendant la phase de méchant, la première étape c'est de mettre une menace sur la manigance. Quand on est en solo, si on finit son tour en alter ego, partons du principe qu'il y a 0 menace sur la manigance, première étape on met une menace. Comme on en a alter ego, Claw manigance 2 plus boost, on révèle la carte, si 1 plus 3, il manigance de 5. 1 plus 5, ça fait 6. On a passé la première étape de la manigance. Autrement dit, le pire scénario, la valeur la plus élevée de manigance du méchant fait passer directement au deuxième stade, quand on joue en solo. Et si on prend la deuxième étape, le seuil est de 8, donc il faut pas que pendant une phase de méchant, il y ait plus de 7 menaces mises. Or, première étape encore une fois, une menace. Je reformule, il y a un seuil de 8. Dans le pire des cas, entre la première étape et l'activation de Claw pour manigancer, ça fait 6 menaces. Dès qu'on met la 8e menace, on a perdu. Donc il ne faut pas dépasser 7 menaces. Comme on peut en mettre 6, on ne peut pas laisser plus d'une menace sur la manigance en solo. Donc ça donne parfois l'impression que si tu passes en alter ego, t'as perdu, à moins que t'aies réussi à ne laisser aucune menace sur la manigance principale. Et ça, c'est sans compter le fait qu'il y a des cartes avancées qui se déclenchent, qu'on soit en héros ou en alter ego. Donc en fait, le pire scénario possible, c'est une menace, puis Claw qui manigance, puis on pioche avancé, puis Claw qui remanigance, donc potentiellement 11, ce qui est plus que le seuil. Par contre, si vous jouez sous surveillance, le seuil, maintenant, de la deuxième étape, c'est 12. Vous pouvez y réchapper. En duo, je continue sur mon exemple de Claw. Première étape, vous mettez 2 menaces. Ensuite, Claw s'active. C'est assez peu probable que les 2 joueurs soient en alter ego simultanément. Moi, quand je joue en solo, début de partie, quand je suis encore dans la phase d'installation, j'essaie d'alterner. Le héros A est en face héros, pendant que le héros B est en face alter ego, puis on alterne, ce qui fait qu'il y a une activation du méchant qui est une attaque, et une activation du méchant qui est une manigance. Évidemment, quand on avance plus loin dans la partie, je vais essayer d'être de plus en... ça va dépendre des conditions, mais je vais probablement être plus fréquemment en héros, et moins fréquemment en alter ego. Donc, j'ai moins de problèmes avec la manigance. Mais, si je suis dans cette idée, un qui est en alter ego, l'autre qui est en héros, Claw, il manigance une fois. Pire scénario, il met 5 menaces. 2 plus 5, ça fait 7. Le seuil est à 12. On en est à la moitié. Alors, s'il y a une avancée en plus, 2 plus 5, ça fait 12. Bon, là, ok, on avance. Et si on a la deuxième étape, 2 plus 5, et même, mettons encore plus 5 à cause de l'avancée, ça fait 12. Le seuil est de 16, vu qu'il y a 2 joueurs, pas de problème. Du coup, moi je sais que j'avais poussé un coup de gueule quand j'avais découvert cette carte, j'avais dit, cette carte, le fait que ça soit sorti seulement dans le 3e pack du jeu, le fait que ça soit une des premières cartes de justice, parce que à ce stade-là, si je dis pas de bêtises, Miss Marvel elle était en protection,
Thor, il est en agressivité, Captain America est en commandement. Donc le premier pack avec un deck préconstruit Justice, c'est Black Widow, c'est le pack suivant. C'est une des premières cartes Justice qui sort, et ça donne ça augmente d'une valeur d'une constante le seuil des manigances principales. Et ben moi, je pense, alors je sais qu'il y a plein de joueurs qui sont en désaccord avec moi, qui en gros me disent que si je pense ça, c'est que je joue mal, ce qui est probablement le cas. Moi, je pense que ça aurait dû être, dès la conception du jeu, des seuils de manigance principale qui ne soient pas pleinement proportionnels. Moi, je pense que le seuil de la première étape de la manigance de clos, ça devrait pas être 6 par joueur, mais ça devrait plutôt être 4 plus 4 par joueur, par exemple. Donc au lieu que ça soit 6, 12, 18 ou 24, ça serait, que je m'embrouille pas, 8, donc plus 4 à chaque fois, 8, 12, 16 et 20. Comme ça, en solo, ça serait mieux, il n'y aurait pas l'effet 1 plus 5, hop, on passe direct, on aurait un petit peu de marge, et à 4 joueurs, bon, ça serait un seuil un peu plus bas, mais je pense qu'à 4 joueurs, on a au moins un deck, même plusieurs decks spécialisés dans le retrait de menaces, et c'est pas gênant que le seuil soit abaissé. Donc voilà, une époque, je m'amusais à appeler cette carte correctif de bug, parce que c'est l'impression que ça me donne. Allez, je vais arrêter mes râleries ici, surtout que j'en suis à la deuxième du pack. Donc voilà, si vous jouez en solo, vous mettez cette carte en au moins un exemplaire dans votre deck. Si vous jouez en duo, ça coûte rien. Enfin, ça coûte une place dans le deck, mais une fois que c'est attaché à la manigance principale, la carte n'est plus en circulation, du coup ça vous gêne pas. Même éventuellement, quelqu'un qui sera attaché à faire des decks de 40 cartes, c'est pas gênant de mettre ça comme 41e carte. Et en solo, ce plus 4, ça fait des merveilles. Si on a un deck qui est bon, ça fait qu'on ne voit jamais le deuxième et éventuellement le troisième stade de la manigance principale. Or, c'est assez fréquent qu'à chaque fois qu'on passe un stade de la manigance, il y ait un effet méchant. Un effet au passage, du style mettez en jeu un sbire, je sais pas moi, le méchant devient tenace, défausser une carte en jeu, des choses comme ça. Ça, premier problème. Et il y a un effet continu parfois sur la deuxième étape d'une manigance. Par exemple, pour Ultron, alors je me souviens plus comment ça marche exactement, mais vous prenez de plus en plus de drones. Voilà, allez, on passe à la carte suivante. Ouais, donc je parlais. Voilà, là je montrais, j'avais oublié ça, j'ai oublié de regarder l'onglet. Quand ça s'appelle en français, The Break-In, le cast, je pense. Un seuil de 7. Vous jouez en solo, vous passez de 7 à 11. Bon, je me souviens plus comment ça s'appelle ça. Vous passez de 6 à 10. Et pour Ultron, oui, carrément, j'avais oublié de parler de ça, vous passez de 3 à 7. Vous faites plus que doubler. Et il y a des gens qui disent, grâce à Sous-Surveillance, ils ont fait des parties contre Ultron sans jamais passer à la deuxième étape. Moi, ça m'est déjà arrivé en solo. En solo, je pense pas, mais voilà, c'est vraiment... Ça vous change une partie contre Ultron. Carte suivante, en commandement, travail d'équipe, un événement qui coûte 0, trait tactique, interruption de héros. Quand vous utilisez votre pouvoir de contre de base ou votre pouvoir d'attaque de base, inclinez un allié que vous contrôlez. Ajoutez le pouvoir correspondant de cet allié à celui de votre héros pour cette utilisation. Alors, les alliés, il y en a plein. Et évidemment, on va s'intéresser en priorité à ceux qui sont en commandement. Et donc la question c'est, quel allié a une valeur d'attaque ou de contre élevée? On peut parler de Vision, qui normalement a 1 ou 2, mais qui peut passer à 3 ou 4. On a... je crois qu'en français il s'appelle aussi Giant Man, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, mais tant qu'il a au moins 3 points de vie, il gagne plus d'en attaque. Donc avec travail d'équipe, on pourra ajouter ces 4 d'attaque à l'attaque du héros. Évidemment, cet allié, on peut lui jouer dessus motivé, qui rajoute plus 1 à ses valeurs imprimées. On a Wonder Man,
il a une attaque de 3, mais chaque fois qu'il attaque, il faut défausser une carte de la main. Et ben là, on le fait pas attaquer, mais on rajoute ces 3 à l'attaque du héros. Et donc voilà, c'est déjà un effet intéressant. Et il y a aussi un truc, il est possible que vous ayez un allié qui n'a plus qu'un point de vie. Vous voulez pas le faire attaquer parce que sinon il serait vaincu, mais vous pouvez quand même bénéficier de son boost d'attaque. Alors vous, allez, prenons le cas de Wonder Man, s'il lui reste plus qu'un point de vie et que vous voulez pas le sacrifier sur une attaque, au lieu de dire mon héros attaque une cible pour lui infliger des dégâts, Wonder Man attaque une autre cible pour lui infliger 3 dégâts, vous ajoutez 3 dégâts de l'attaque de 3 de Wonder Man à l'attaque du héros, qui fait une attaque à sa valeur à lui plus 3, mais bon, qui ne peut avoir qu'une seule cible. Et je sais pas, par exemple, vous faites ça, et ensuite, quand vous piochez un premier soin, vous soignez votre héros, que vous pouvez de nouveau utiliser. Carte protection. Second souffle, un événement qui coûte 3. Action. Soignez 4 dégâts d'une identité, 5 dégâts à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Je joue très très rarement protection, comme je le disais, j'ai fini par avoir la flemme de tester Thor solo en protection, entre mon manque d'intérêt pour Thor solo et mon manque d'intérêt pour la protection en solo. Donc cette carte, bien évidemment, je l'ai jamais jouée. Du soin de 4 pour 3 ressources. Premier soin, c'est pour 1, on soigne de 2 sur un personnage ami. Là, c'est une identité, donc un héros ou un alter ego. 4 dégâts, potentiellement 5 dégâts. C'est un peu cher, mais l'avantage, c'est que c'est du soin sans repasser en alter ego. Si vous êtes à la ramasse sur la menace, passer en alter ego peut vous faire perdre la partie. Mais passer en alter ego vous permet de vous soigner. Et ben ça, vous vous soignez sans passer en alter ego. C'est intéressant. Voilà. Je sais pas que dire de plus. Sachant que quand même protection... Alors, d'un côté je dirais que quand on joue protection normalement, on encaisse peu entre le fait qu'on peut booster sa défense, avec, mettons la veste blindée, qu'on a les barrières énergétiques pour réfléchir les dégâts. Donc normalement on se prend peu de dégâts. D'un autre côté, quand on joue protection, on va peut-être être tenté de tout le temps défendre et on finit quand même par se prendre des dégâts. Donc je pense que ça sera à voir au cas par cas. Mais si vous avez un héros qui présente pour vous un intérêt très limité côté alter ego, et que quand même de temps en temps vous avez besoin de le soigner, c'est une solution intéressante. Allez, carte suivante. Tiens, c'est bizarre. Ah tiens, j'avais une carte qui était mal placée visiblement. Quand je parlais de travail d'équipe, bien évidemment, si vous jouez en multi, enfin je pense que c'est pour ça que j'avais mis cette carte dans un onglet, si vous jouez en multi et qu'il y a un joueur agressivité à la table, il peut jouer chez vous un camp d'entraînement pour donner plus en attaque à vos alliés. Et donc mettons, allez, on reprend l'exemple de Giant Man, il a une attaque imprimée de 2, s'il a 7 points de vie, il passe à 4, avec un motivé, il est à 5, et grâce au camp d'entraînement que votre ami a joué sous votre contrôle, il passe à 6. Voilà. Allez, je reviens où j'en étais. Dernière carte du pack, Constitution améliorée. Une amélioration basique qui coûte 2, trait, condition, utilisation, 3 jetons physiques, ressources de héros, retirez un jeton physique de constitution améliorée et inclinez-la, générez une ressource physique. Alors, il y a une carte de ce genre pour chaque type de ressource. Je connais pas les noms par cœur, je me souviens plus dans quel pack c'est sorti, mais on a les 3. Donc vous dépensez 2 ressources pour mettre en jeu une carte, et quand vous êtes en forme de héros, obligatoirement, vous allez pouvoir utiliser un des 3 jetons pour générer une ressource. Je suis pas trop fan. Le problème, c'est que ça fait beaucoup d'installations. Enfin, dans le sens où il faut mettre en jeu la carte pour pouvoir l'utiliser plus tard, et en plus, il y a un nombre limité d'utilisations.
Si on compte en équivalent carte, une carte plus les 2 cartes pour la jouer, enfin en une équivalent carte ou équivalent ressources, une carte plus les 2 cartes pour la payer, ça fait 3, et vous allez générer 3 ressources, ça fait 3. Donc il n'y a pas de gain net, c'est plutôt un... j'investis en début de partie pour plus tard avoir beaucoup de ressources. Alors, il y a une petite remarque, si on joue un deck Hulk, on a intérêt à le mettre. Dans le pack Hulk, j'y reviendrai dans quelques mois quand j'en parlerai, il y a beaucoup de cartes qui demandent des ressources physiques, voire que des ressources physiques. En plus, le pack demande beaucoup de ressources, donc c'est toujours bien d'avoir un générateur de ressources en jeu. Ça présente aussi l'intérêt qu'on peut préparer un tour, dans le sens où on met des cartes en jeu, puis à un moment donné on va dire, chouette, entre le manoir des Avengers, le Queen Porter, l'Héliporter, l'exercice de cohésion d'équipe et les constitutions améliorées, je peux générer plein de ressources d'un coup pour mes cartes chères. Et on va voir si je le retrouve rapidement. Voilà, si je me trompe pas, c'est dans cette ressource, encore le fameux Steve Kimmel, qui aime bien les combos, voilà. Alors, comment traduire ça en français ? Donc un deck Hulk avec des cartes basiques qui permet de faire une combo pour tuer en un tour. Alors, j'essaierai de penser à mettre le lien. Je vais essayer de trouver... Voilà, allez. Hop, plein écran. Je sais pas trop comment ça sera coupé. Si vous voyez bien, là, j'espère que vous voyez bien le curseur, on a ces 3 copies de Constitution améliorée. Je vérifie le titre, c'est ça, Constitution améliorée. On a ces 3 copies de Constitution améliorée. On a les 3 copies de la carte du deck de la carte de la boîte de base qui dit payer une ressource physique et défausser cette carte pour redresser votre héros. 3 copies de la carte qui dit défausser cette carte jusqu'à la fin du round ou de la phase, je sais plus, votre héros gagne plus 1 d'attaque. Et donc voilà, il maintient il gère la menace pour ne pas perdre, donc il se maintient dans la partie, progressivement il met en jeu toutes ces améliorations ou soutiens, et à un moment donné, alors il utilise ses constitutions améliorées, il laisse un jeton sur chacune, et quand il a les bonnes cartes en main, alors je connais pas par cœur le set de Hulk, donc je me souviens plus exactement des cartes utilisées, mais en gros, il défausse ces 3 cartes-là pour donner plus 3 d'attaque à Hulk. Il fait une attaque avec Hulk, donc 3 de base, plus ces 3-là, ça fait 6, plus peut-être d'autres bonus. Constitution améliorée avec la dernière ressource, et en défaussant, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être Persévérance, il redresse Hulk, il fait une deuxième attaque, puis il redresse Hulk une deuxième fois, il fait une troisième attaque, puis il redresse Hulk une troisième fois, il fait une 4e attaque, à un moment donné il a joué l'événement qui donne plus 10 à Hulk pour une attaque basique, et il peut faire, alors je sais pas, faudrait regarder la vidéo, mais je sais plus si c'est 30, 40, 60 dégâts en un tour. Donc voilà, dans des cas... Donc voilà, ça permet d'avoir la ressource quand on veut, et une des grandes théories de Steve Kimmel, c'est avoir toujours en jeu un maximum de cartes pour qu'entre votre main, votre pioche et votre défausse, il y ait un minimum de cartes. Là, vous voyez, ces cartes-là, elles sont en jeu, en prévision du moment où elles fourniront leurs ressources. Pendant ce temps-là, c'est pas dans le deck. J'ai un peu perdu le fil de mes pensées, enfin voilà. Vous n'avez pas de gain à proprement parler, c'est pas comme sérum de super soldat, ça vous coûte 2 à le mettre en jeu, mais ensuite à chaque tour ça vous donne 1, là non, ça vous coûte 2 à mettre en jeu, ça va vous donner 3, sachant que c'est une carte, mais il y a
Alors c'est pas un coup d'opportunité, c'est plutôt le bénéfice d'opportunité. C'est une carte qui est en jeu en prévision du moment où vous en aurez besoin. Donc à réserver à un deck dans lequel, au bon moment, il faut à tout prix une ressource physique. Personnellement, je n'ai jamais joué ça, vu que dans mes decks, il y a déjà les ressources, Queen Porter, Ellie Porter, Manoir des Avengers, éventuellement Tour des Avengers, etc. Ça, pour la génération de ressources. Et, 1h45, dis donc, ça fait long. Le pack en lui-même, alors moi je suis pas du genre à dire est-ce qu'il faut acheter le pack ou pas, moi je m'en fous, j'achète tous les packs. Thor, alors bien évidemment on peut le jouer en solo, bien évidemment il y a des gens qui font de super decks, mais moi j'aime pas en solo. Et comme je joue quasiment qu'en solo, là je me suis forcé à faire des parties pour me rafraîchir la mémoire en prévision de cette vidéo, mais je pense qu'il restera beaucoup dans ma boîte. Les cartes agressivité de son pack, Hercule c'est très bien pour Thor, mais je le joue rarement. Valkyrie, ouais, sympa. Viens par ici. Encore une fois, c'est bon pour Thor, mais en dehors d'un deck Thor, oui. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la carte qui fait défausser la carte état sonné, sans avoir besoin de gaspiller une attaque. Coup avec élan, à partir du moment où vous avez un deck qui a une arme, donc un deck Black Panther, Hawkeye, Iron Man je sais plus, mais bien évidemment Thor, ou alors si vous avez un deck qui inclut Jarnbjorn, c'est vraiment très bon. Enfin à condition que vous ayez un héros qui fasse des attaques de base bien sûr. Si vous faites un deck agressivité et que vous utilisez les cartes agressivité pour faire les dégâts, mais que votre héros, toutes ses activations basiques c'est pour du contre, faut pas jouer coup avec élan. Hall des héros, si vous pensez avoir... Alors, à partir du moment où vous pensez avoir si vous savez que vous aurez peu de sbires, bien évidemment, ça sert à rien. Si vous pensez que vous aurez pas mal de sbires, c'est de la pioche, mais bon, il faut repasser en alter ego. Fureur au combat, je suis pas trop fan. Jarnbjorn, très bon. Alors, c'est restreint, donc maintenant, si vous jouez un deck Rocket Raccoon ou un deck, comment il s'appelle déjà, Venom, agressivité, dans leur set de héros, ils ont déjà assez de cartes restreintes, donc vous n'inclurez pas Jarnbjorn, mais dans tous les autres decks agressivité, je vois pas de raison de s'en priver. Voilà, Heimdall très bon pour la sonde, mais il faut avoir de quoi le payer. Invulnérabilité trop cher. Ça, le set Nemesis de Thor, je l'ai dit, il est super coriace, une autre raison pour laquelle, j'aime pas le jouer en solo. Ah oui, petite remarque, querelle familiale. Vous placez de la menace pour chaque carte Asgard en jeu, et la majorité des cartes Asgard seront seront en jeu sous le contrôle du joueur Thor. C'est-à-dire que si en solo, vous avez 10 menaces dessus, en duo, vous aurez peut-être 12 menaces dessus, mais guère plus. Autrement dit, c'est un autre effet où le solo est bien désavantagé. En solo, cette carte-là, ça va probablement être 10 menaces par investigateur. En duo, ça sera plutôt 5-6. Et si vous jouez à 4, ça vous fait du 2,5 par joueur. Alors, certes, les manigances annexes en général, c'est un nombre fixe, mais sur beaucoup, il y a, une fois arrivé en jeu, rajouter 1 par investigateur, par joueur. Là, non. Donc, une autre raison pour laquelle ce set Nemesis est horrible. Sous surveillance, vous jouez justice, vous le mettez dans votre deck, voilà. Travail d'équipe. Si vous avez dans votre deck un allié qui a une très bonne valeur d'attaque ou de contre, mais que pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas l'utiliser, soit parce qu'il est quasiment mort, soit parce qu'il y a un coût supplémentaire à l'activation, voilà. Ou peut-être parce que vous attaquez un ennemi qui a riposte et que vous voulez pas que votre allié se prenne un dégât à l'activation et un dégât à la riposte, c'est très bon.
Second souffle, je joue pas protection, mais si vous jouez un héros qui ne repasse quasiment jamais en alter ego mais qui a quand même besoin de se soigner, eh ben c'est une bonne carte à mettre en 1 ou 2 exemplaires. Et constitution améliorée, c'est de la génération de ressources, ça servira uniquement si vous faites un deck combo et que vous dites je mets mes cartes en jeu, je me prépare, ça y est, tout est en place et maintenant je fais mon super round, enfin ma super phase de héros pour vaincre l'ennemi. Bon ben voilà, c'est fini, allez je vais pas trop m'attarder. Vu la durée de l'enregistrement, ben il me faudra du temps de montage. Donc mise en ligne semaine prochaine, allez on va dire mise en ligne vers le 25. Ensuite j'ai encore des vidéos de partie avec, je sais plus si c'est la Guêpe ou Ant-Man, puis une campagne complète de Crâne Rouge avec de mémoire Hawkeye. Comme ça fait plusieurs semaines que j'ai tourné, je me souviens plus des détails. Et puis ensuite peut-être quelques vidéos de partie pour me rafraîchir la mémoire sur les prochains packs, Black Widow, Doctor Strange, puis ensuite les packs Black Widow et, je vais y arriver, enfin oui c'est ça, Black Widow et Doctor Strange, ou peut-être, en fonction des dates d'arrivée, que je ferai direct des parties sur les héros gardiens sortis, vu qu'ils me bottent bien. Bon ben voilà, allez je vais m'arrêter, je vais aller me faire à manger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.